Qui disent venir d'ailleurs, qui ont rencontré un jour de 1952 une brave femme qui s'y attendait pas du tout d'ailleurs, une jeune femme de 29 ans, qui s'appelle Rose. Et Rose, c'est une Limoise qui prend la vie du bon côté, qui est dans une insoutenable légèreté de l'être, qui aime beaucoup s'amuser et qui pense pas du tout, mais pas du tout, qu'il existe quelque chose d'autre et d'autres êtres dans l'univers. Et pourtant, voilà qu'il va lui arriver une drôle de chose. Alors, cette femme vit dans la banlieue toute proche de Nîmes. Elle est divorcée, elle a une petite fille de 4 ans à l'époque. Et elle décide, pendant que sa gamine est partie chez ses grands-parents durant les vacances de Pâques, de se rendre dans une propriété familiale qui se trouve dans la garrigue nîmoise pour aller chercher de la laine d'un vieux matelas pour refaire un matelas pour sa petite fille. Bon. Elle part en vélo, elle part avec ses 2 chiens, et elle arrive sur cette propriété. Alors qu'est-ce que c'est que cette propriété? Donc c'est de la garrigue pure, et il y a 2 constructions sur cette propriété qu'on appelle des masais. En fait, ce sont d'anciens refuges de bergers qui sont en pierre sèche. Il y a une pièce unique, c'est rond. On en a vu parfois à la télévision quand on nous montrait la région. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, c'est vraiment rudimentaire. Et l'un des 2 masais a été construit par le grand-père de Rose. Et déjà, il s'était passé des choses assez extraordinaires dans l'un de ces masais, puisqu'on avait retrouvé, bien des décennies plus tôt, un berger qui était endormi avec ses chiens, et on n'arrivait pas à le réveiller. Quand on l'a retrouvé, il dormait comme un brave, et on avait beau le secouer, il ne se réveillait pas. Donc ça avait marqué les esprits et les mémoires. On avait retrouvé un petit peu plus tard des enfants à qui il était arrivé exactement la même chose, mais le grand-père devait savoir de quoi il retournait. Puisqu'il a ouvert le toit des masais, il a retiré 1 ou 2 pierres, parce que ce sont des toits de pierre sèche aussi, et là, d'un seul coup, les phénomènes ont disparu. On n'a plus jamais retrouvé de berger endormi au fond de ces masais. Enfin, toujours est-il que le jour dit, qui était le 10 avril 1952, dans la soirée, notre Rose qui a pédalé jusque-là et qui est un peu fatiguée, qui est couchée tôt, il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, elle dort profondément quand d'un seul coup elle est réveillée par ses 2 chiens qui grognent, qui grattent à la porte. Donc sur le coup, elle pense que c'est un lapin qui est de passage et dont ils ont senti l'odeur. Elle va ouvrir la porte et effectivement les chiens vont s'échapper et elle va voir les chiens disparaître. Et puis le silence revient, en général les chiens reviennent aussi, elle les entend en tout cas, et là elle n'entend plus rien, elle commence à s'inquiéter, elle se demande vraiment ce qui a bien pu se passer. Donc elle va aller voir ce qui se passe, elle se trouve dans le grand masais à ce moment-là, donc là elle va aller dans le petit masais, et c'est à ce moment-là, merci, qu'elle va être éblouie par une immense lumière blanche, un énorme flash qui va éclairer toute la campagne. Alors elle se demande vraiment ce qui se passe, évidemment, et dans l'obscurité qui est revenue, elle entend une voix masculine qui lui demande ce qu'elle fait là. Alors évidemment, elle est répartie, Rose. Elle fait, mais attendez, je suis chez moi. C'est vous qui me demandez ce que je fais chez moi? Bon. Et donc, la lettre qu'elle n'a pas encore vue se montre dans le faisceau de la torche et elle voit un homme de taille moyenne, habillé tout de noir, qui n'a pas l'air particulièrement agressif, sauf qu'il est quand même tard et que elle est un petit peu étonnée, mais elle n'a pas le temps de revenir de sa surprise, qu'elle entend derrière elle l'herbe qui crisse. Et là, elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Elle se retourne et qu'est-ce qu'elle voit? Un être absolument gigantesque, immense, un géant, 2,30 m. Et il la saisit par le cou. Et du coup, elle est complètement pétrifiée en se demandant ce qui va lui arriver. Et celui qui a une taille humaine et qui a l'air d'un être humain, lui dit, vous inquiétez pas, on ne veut pas de mal, vous inquiétez pas du tout. Et elle entend que les 2 discutent dans une langue qu'elle ne connaît pas. Et l'être qui a l'air tout à fait humain, qui est de taille normale, lui explique que celui qui est en train de parler, il traduit donc, eh bien, pense qu'elle a eu très peur. Effectivement, elle a eu plus que peur, elle a eu une fausse carabinée et on se met à sa place. Et c'est à ce moment-là qu'elle entend d'autres pas qui approchent encore dans la nuit et qu'elle voit à nouveau un autre géant, tout aussi grand, qui se met à discuter avec les 2 autres. Elle se dit, il y en a combien comme ça qui vont arriver, là? Elle est quand même pas rassurée, surtout que les chiens sont toujours parvenus.
Et l'homme humain lui dit, mais vous inquiétez pas, on est très pacifique, on ne vous veut pas de mal. Et lui dit, voilà, de toute façon, on est de passage, vous n'auriez pas des vieux livres à nous donner? Des vieux livres? Ah oui, des vieux livres, vous n'auriez pas ça dans votre maison? Bah, ici, j'ai des vieux livres, enfin, au milieu de la nuit, comme ça. Bon, écoutez, on ne veut pas de mal, on veut des vieux livres. Si vous en avez, ça serait bien. Ça nous donnerait un grand service, vous savez, on en a vraiment besoin de vos livres. Alors évidemment, comme elle n'est pas très rassurée, elle ne va pas discuter. Hein. Elle va leur dire, bah, écoutez, venez donc, je dois en avoir dans le petit Mazel. Là. Donc effectivement, il se dirige par là. Et là, surprise, que voit-elle devant elle? Un nouveau géant. Bah, alors immense, celui-là aussi, mais il est un petit peu différent des autres. Parce que les autres ont l'air un peu jeunes, bon, ils ont les cheveux bruns, un peu bouclés, ils ressemblent à des hindous. Celui-là, il est plus âgé, il est un peu voûté, il a un nez un peu plus fort, busqué, et il a l'air de se déplacer avec beaucoup de difficultés, il n'est pas comme les autres. Puis surtout, il a une particularité, c'est qu'au milieu du front, il y a une sorte de bille noire qui est incrustée dans son front, au niveau du troisième œil finalement. Et tout le monde l'entraîne dans le petit Mazel pour avoir les livres. Et au moment de rentrer dans le petit bâtiment, elle dit, mais vous venez d'où? Alors il y en a un qui montre le ciel. Et à ce moment-là, elle lève le nez et elle voit la pleine lune. Elle dit, vous venez de la lune? Ah non, pas du tout, non, non. On vient beaucoup plus loin. Ah bon? Et vous venez d'où? On est dans les années 50. C'est la période où on parle beaucoup des Martiens, où ils sont... disons, caricaturés dans des tas de revues comme étant des petits hommes verts. Et là, ça les fait rigoler, les géants. Ils disent, c'est pas du tout des Martiens. Pas du tout, ça les fait marrer. Et elle se dit, oh, bah, finalement, ils sont sympas, ces gars-là. Ils arrivent de nulle part, ils viennent de je ne sais pas où, mais enfin, ils sont plutôt rigolos. Et c'est alors que l'homme en noir, qui est humain, a priori, lui dit, bah, je vais vous montrer d'où on vient et comment on est venu. Et là, elle voit, dans la lumière de la torche, un immense engin circulaire qui a l'air d'un canotier. Donc c'est carrément la soucoupe, mais peut-être un petit peu avec des angles. Et ça lévite au-dessus du sol. Donc elle est complètement sidérée, elle se demande vraiment ce que c'est que ce truc-là. Mais l'homme en noir lui dit, bon écoutez, nous on est pressés, maintenant donnez-nous les livres, si ça ne vous dérange pas, et parce qu'on ne peut pas rester très longtemps. Alors il l'enferme dans le Mazel. Ils sont tous les quatre, plus elle ouvre l'armoire, elle trouve des bouquins, le Comte de Monte Cristo de Dumas, Les Misérables de Victor Hugo, il y a également des journaux et un livre de vente de vêtements par correspondance. Bon, bah ils prennent tout. Ah bah non, peut-être pas Les Misérables parce qu'il est un peu rongé par les souris. Effectivement, il y a des souris dans le placard et elle était très gênée d'ailleurs qu'il y ait des souris dans son placard. Elle s'excuse. Elle dit bah, qu'elle les tuera le lendemain. Le géant, elle a la bille de mer au milieu, il dit non, surtout faites pas ça. Bon, bah alors je leur donnerai à manger un peu plus. Surtout ne faites pas ça non plus, puisque vous touchez à leur indépendance. Je les trouve bien bizarres, ces géants. Et le dernier venu des géants est quand même peu ordinaire, elle se sent une familiarité avec lui. Et puis il y a quelque chose qui va l'étonner aussi, c'est que ces deux chiens sont revenus à ce moment-là, ils sont venus flairer le géant, ils se sont mis à ses pieds, ils ont l'air de le connaître, elle se dit, mais ils font jamais ça les chiens, qu'est-ce qui se passe? Elle est très étonnée, mais on ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Et elle va demander du coup à l'instituteur qui a l'écoute parler, il s'exprime parfaitement bien en français alors que les deux autres ne parlent pas un mot de français, mais où il a appris le français. Et le garçon lui répond, bah, c'est très simple, je suis français. J'étais instituteur, et puis un jour je me promenais à la garrigue, là comme ça, puis je les ai rencontrés. Puis moi vous savez, je n'avais pas de famille, j'avais rien à faire de mon existence. Moi, je les ai suivis quand ils m'ont demandé si ça me plaisait de les suivre. Et depuis, je vais avec eux. Oh, vous êtes étonnés, vous êtes vieillement quand vous les avez rencontrés, parce que vous avez l'air bien jeune. Effectivement, l'homme n'a pas l'air d'avoir plus de 30 ans. Ah, il dit non, je ne suis pas si jeune que ça. Hein. Puis d'ailleurs, maintenant, vous voyez, vous me donnez 30 ans, mais j'en ai 45. Ah bon? Elle lui dit oui, chez nous. Alors,
Il lui parle comme s'il faisait partie de ces êtres qui viennent d'ailleurs. Mais chez nous, le temps ne compte pas du tout de la même façon. Ça marche différemment. Donc c'est pour ça que j'ai l'air plus jeune. Roussel s'interroge. Il dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Et l'homme nous répond, c'est très simple. On vient surveiller la planète Terre. Parce qu'on sait ce que vous faites. On sait ce que vous avez fait. Il y a 7 ans. On est en 1952. Donc il y a 7 ans, c'était en 1945. Et en 1945, vous, braves humains, avez fait péter quelques bombinettes à Hiroshima et à Nagasaki, et ça a laissé des traces. Et ces traces nous préoccupent beaucoup. Donc nous venons régulièrement ramasser du thym, diverses plantes, des pierres aussi, aux quatre coins du monde, pas seulement ici, pour voir ce que ça a donné. Quelles ont été les incidences. Alors ça, c'est une préoccupation systématique qu'on retrouve chez les stellaires. Valençol, à mon avis, cette histoire-là, c'est la même chose. Le gris qui était venu dans le champ piquer de la lavande, à mon avis, parlait exactement la même chose. Et je pense que toutes ces entités interdimensionnelles, car c'est ça en fait dont on parle, viennent vérifier quelles sont les incidences de ces explosions nucléaires sur la planète. Et il y a peut-être une raison à ça. Il y a une raison à ça que j'avais lu dans le témoignage d'une Américaine qui avait été abductée par qui avait été confrontée à des mantes religieuses, qui sont des êtres, qui sont des généticiens, qui font des transferts d'âme. C'est un peu spécial comme entité. Et ces êtres lui avaient expliqué en fait qu'ils étaient très préoccupés par le nucléaire, que nous ne savons pas maîtriser, parce qu'en faisant joujou avec ça et d'autres technologies très hasardeuses, comme ce qui se passe pas très loin d'ici au CERN par exemple, on s'amuse beaucoup sans savoir ce qu'on fait, eh bien ça pourrait causer à terme l'effondrement de dimensions, les unes sur les autres, comme un millefeuille qui s'effondre au fond. Donc si ça les intéresse, c'est qu'il y a une raison. Nous, on risque de nous faire du mal, à nous personnellement, mais eux, on risque de leur faire du mal aussi. Parce que si toutes les dimensions s'effondrent, ça peut être une partie lunaire, pourquoi pas créer un trou noir au fond, avec tout ce que ça suppose comme catastrophe. Donc c'est pas du tout un hasard, à mon avis, ces êtres-là sont extrêmement préoccupés par les petites expériences de nous, les humains, qui pensons savoir et qui ne savent rien du tout. Parce qu'on sait bien quand même que quand les bombes nucléaires ont explosé, qu'on a fait des expériences aux États-Unis, notamment les premières expériences, on ne mesurait pas du tout quel était le degré de désastre qu'on provoquait aux cellules humaines, puisqu'il y a des tas de gens qui ont été radiés qui s'en sont parmi, qui sont morts, et puis à la nature également, parce que ça laisse des traces, en 100 ans, c'est pas effacé, tout le monde le sait. Enfin bon. Toujours est-il qu'elle va lui donner les bouquins, et que l'instituteur va reprendre son petit laïus. Il va lui dire, outre le fait que les humains s'amusent à faire n'importe quoi, ils apprennent également n'importe quoi à leurs enfants. C'est-à-dire qu'on leur parle beaucoup du passé, en permanence. On leur trouve des héros, Napoléon, Alexandre le Grand, on les met sur un piédestal. C'est toujours la même chose, ces êtres-là, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de la conquête, ils se sont comportés comme des héros, mais ils ont fait combien de milliers de morts? Vous avez quand même des drôles de profils, vous les humains. Il oublie que lui en est un aussi. Mais à chaque fois que vous glorifiez quelque chose, c'est quelque chose qui est dans la puissance à la destruction. Vous allez peut-être quand même revoir votre copie et essayer de penser à autre chose. Et ça, c'est un fait. Alors, elle est un petit peu contrariée quand même, parce que bon, c'est vrai que c'est troublant, vu comme ça, on n'y pense pas. C'est vrai que Napoléon, il est formidable. Mais quand on y regarde de près, il y a eu quand même des dégâts. Enfin bon, elle essaye de changer de sujet. Et l'instituteur lui dit, dites donc, votre planète là, ça vous dirait pas de la quitter? Vous savez, moi je suis partie, ça m'a changé la vie. Vous pourriez peut-être partir avec nous si vous voulez. Voilà, sur le coup un petit peu inquiète. On parle pas vraiment des abductions en 1952. On parle des contacts. Donc c'est Skadamski, je suis pas sûre qu'elle était au courant, mais enfin bon.
On parle de contact, mais on ne parle pas d'abduction. Mais elle sent qu'il y a une forme de danger, donc elle panique un peu. Et l'instituteur lui dit, mais de toute façon, vous êtes libre, hein. Alors elle réfléchit quand même, elle se rappelle de son père, elle voit sa petite fille qui n'est pas élevée, qui n'a pas de père qui s'en occupe, enfin bon bref. Et c'est là que le géant a la bille de verre sur le front, qui était les pattes évidemment et qui a capté ses pensées, lui dit, mais vous en avez vraiment besoin de votre petite fille et de votre père, vous ne pouvez pas les citer? Il dit, oui, c'est ma vie, ils ne pourront pas se passer de moi, ils ont besoin de moi tous les deux. Ah bon? Et il n'insiste pas. Effectivement, ces êtres-là sont spirituels quelque part, ils pensent dans le respect de la Terre, de l'univers, des êtres humains, de leur libre arbitre, donc ils n'insistent pas. Et puis, l'instituteur va parler, comme s'il était lui aussi venu d'ailleurs, de ce qui s'est passé sur notre planète il y a bien longtemps. Il va expliquer que dans des temps très reculés, les géants en question qui sont devant eux sont des êtres qui sont venus ensemencer la Terre et qui sont venus déposer sur cette Terre ce qu'ils appellent des bannis, c'est-à-dire des gens qui posaient des problèmes dans leur société. Donc ils les ont exilés sur cette planète Terre, c'est une sorte de bagne. C'était des gens qui étaient grands, comme eux, effectivement, à l'époque, et puis ils les ont laissés là, ils ont effacé leur mémoire, leur connaissance, parce qu'ils savaient fortement que ces gens, s'ils gardaient leur connaissance, ils feraient la même chose que chez eux, ils détruiraient entre eux, ils feraient peut-être même pire d'ailleurs. Donc, ils vont les oublier pendant quelques millénaires, ces bannis, puis ils vont revenir avec une autre cargaison de bannis. Puis là, ils vont avoir une sacrée surprise, c'est qu'ils vont découvrir des géants. Alors des géants vachement plus grands qu'eux. Puis ils vont même s'apercevoir que, comme ils ont ensemencé la planète, ils ont apporté également des animaux, c'est que les animaux, ils ont drôlement grandi aussi, puis les plantes aussi, puis tout a grandi. Et là, ils sont vraiment sidérés parce que si chez eux, les choses sont passées dans le gigantisme, puisqu'un chat a à peu près la taille d'un tigre, sur la planète, ce n'était pas du tout prévu. Donc c'est une erreur qui s'est produite quelque part. C'est ce qu'ils disent à Rosset. Mais quelle erreur et comment? Elle n'en saura pas plus. Ce qu'elle va apprendre aussi, c'est que notre Terre a eu des épisodes extrêmement particuliers. L'instituteur va lui expliquer qu'à un moment, notre planète avait besoin, pour connaître des saisons notamment, et un certain nombre de rythmes où la vie puisse s'opérer harmonieusement, ils ont emmené un satellite, une lune finalement. Et puis cette lune, elle s'est cassée la figure. Un jour, elle est tombée, elle a provoqué une énorme catastrophe et la Terre a beaucoup souffert, les humains qui étaient dessus aussi. Donc ils ont décidé, bien des siècles peut-être, ou des millénaires après, de venir reporter une autre lune qui était d'un autre système solaire et qu'ils ont placé en orbite et qui tient toujours puisque c'est la nôtre à l'heure actuelle. Ils vont expliquer qu'eux-mêmes ont une lune autour de leur planète qui est 3 fois plus grosse que la nôtre et qu'elle est nécessaire à la vie de leur planète. Alors, quand vous avez des êtres qui racontent des choses comme ça, soit ils racontent n'importe quoi, ce qui arrive très souvent d'ailleurs dans la bouche de ces êtres qui contactent les humains, il y a des fois des fantaisies qu'on peut vérifier comme étant telles, et puis de temps en temps c'est autre chose. Ça voudrait dire qu'il y a des civilisations qui sont nettement plus évoluées que la nôtre, qui sont capables de voyager dans l'espace et le temps, ça on le savait, mais qui sont peut-être capables de prouesses technologiques absolument invraisemblables. Et c'est pas la première fois qu'on entend dans la bouche d'êtres venant d'ailleurs, qui s'adressent à des contactés, qu'ils ont cette capacité à créer des planètes, qui sont des planètes usines parfois, c'est-à-dire où il n'y a pas de vie, mais qui sont des êtres vivants, qui sont capables de donner une énergie à leur planète, soit des planètes, soit des lunes, soit d'amener un satellite naturel ou pas, qui vient d'ailleurs, et qui vont mettre en orbite autour d'une planète. De plus en plus, il y a des gens qui se posent des questions sur les satellites qui sont notamment autour de Saturne, dans les anneaux de Saturne, parce qu'il y a quand même des drôles de trucs qui se baladent autour de Saturne.
Puis on a vu des choses aussi un petit peu bizarres dans les anneaux de Saturne il y a quelques années. Il y avait quand même des vaisseaux, enfin des trucs qui pouvaient ressembler à des vaisseaux qui étaient complètement comme des règles, bien rectangulaires, et qu'on pouvait évaluer à plusieurs centaines de kilomètres de long. Donc, c'est quand même assez bizarre et ça n'a pas une forme très naturelle, tout ça. Donc, enfin bref, on apprend à travers ça, finalement, une fois de plus, qu'il y aura cette capacité pour des civilisations extrêmement plus anciennes et extrêmement plus évoluées technologiquement que nous, de faire des exploits absolument extraordinaires. Alors, vous avez également peut-être entendu parler d'un certain nombre de savants, de scientifiques. Il y a un japonais notamment qui est assez connu parmi eux, dont je me souviens plus le nom sur le coup, qui ont évalué des degrés aux civilisations en fonction de leur capacité technologique. Nous sommes une civilisation zéro. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore les moyens technologiques de nous déplacer dans l'espace et d'avoir des performances sidérantes pour aller sur telle ou telle planète de notre système. On a été sur la Lune, mais encore, il y en a qui discutent cette capacité à l'être humain d'avoir été sur la Lune. Mais enfin bon, admettons que ça a été le cas, mais on n'a pas été plus loin pour l'instant. Ces êtres-là, ils viennent de beaucoup plus loin. Ils viennent d'autres constellations. Certains viennent d'autres univers, certains contactés en vie, qu'ils avaient eu affaire, et notamment Billy Mayer, je crois, avait eu affaire à une entité, une jeune femme qui lui avait expliqué qu'elle venait d'un autre univers. Alors un autre univers, c'est encore mieux, c'est même pas une autre galaxie. Donc il y a des civilisations zéro, comme la nôtre, technologiquement zéro, et puis on va passer peut-être au niveau 1 avec une technologie qui nous permettra bientôt, peut-être grâce à des apports qui viennent d'ailleurs, au niveau des connaissances, de pouvoir voyager. Et je parle de l'antigravité qui permet effectivement d'aller un petit peu plus loin que les modes de propulsion classiques. Et puis il y a ces civilisations 2, 3, 4. Alors il suffit de vous dire que les civilisations 4, elles ne savent même pas qu'on existe. Elles doivent être dans des plans vibratoires extrêmement importants, et je crois qu'on n'est même pas le quart du dixième de leurs soucis, elles ne savent même pas qu'on existe. Enfin, c'est quand même assez particulier. Donc ces êtres-là, là, les géants, apparemment, viennent de loin, ont des capacités et sont beaucoup plus anciens que nous. Toujours est-il que l'instituteur poursuit. Il poursuit en disant, il y a un problème également chez les humains, on le sait, c'est que tous les 12 000 ans, ils se font péter la planète. Il y a un cataclysme absolument épouvantable qui intervient. Parce qu'avant vous, les hommes modernes qui pensaient tout savoir, il y a d'autres civilisations extrêmement évoluées qui sont venues et qui ont fait des catastrophes au point de faire disparaître leur propre civilisation et de mettre en péril l'intégralité de l'humanité. Il y a eu quelques survivants dont vous êtes les descendants. La dernière fois, c'était quand même il y a 11 357 ans. En 1952, allez, on met 50 ans de plus bien tassé, 60. Donc on approche, encore 600 ans et on y est. Bon, donc c'est problématique. On sait bien qu'il y a eu des civilisations antédiluviennes, on en parlait tout à l'heure à table. Bien sûr qu'il y a des traces sur la planète. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont cachées sous la Terre. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont été découvertes. Bien sûr que l'archéologie dit ce qu'elle a envie de dire et qu'elle donne des explications qui commencent à être mises en cause, mais avec beaucoup de difficultés. Bien sûr qu'il y a des traces probablement d'explosions nucléaires ou d'autres technologies qui ont permis de dévaster certains endroits de la planète. Bien sûr, il y a des endroits où encore il y a des radiations. Ça s'est passé il y a des centaines de milliers d'années. Je suis convaincue que l'Atlantide et nous ont existé dans des mondes antédiluviens. On sait que le niveau de l'eau a évolué à certains moments, quitte à recouvrir des parties de continents, où il y a des villes sous les mers qui sont d'une ancienneté totale et qui sont d'une modernité pour certaines choses. On retrouve les mêmes pierres au large du Japon que celles qu'on retrouve sur les plateaux boliviens, dont on dirait, pour certaines, qu'elles ont été moulées. Vous savez, quand il y a des immeubles en béton qui sont construits, maintenant on les amène on amène un mur, un escalier tout fait, vous savez, en béton. Vous retrouvez des trucs sur les plateaux boliviens qui sont comme ça. Vous retrouvez la même chose dans des fonds sous-marins. Même sur le mur de Bimini, qui était retrouvé au large de la Floride, qui est censé
si on en croit les prédictions d'Edgar Cayce avoir appartenu à l'Atlantide, on retrouve des arêtes d'une extrême précision sur ces pierres, qui sont gigantesques, cyclopéennes. Il y en a dans le monde entier, on en trouve partout. Elles sont ajustées au millimètre. Donc bien sûr, il y a eu des technologies dans des temps très anciens qui ont permis ces constructions. D'où viennent-elles? En tout cas, ça a été anéanti, ça c'est certain. Et ça veut dire que l'humanité n'ayant rien compris, régulièrement, elle s'en fera sauter le caisson, dans la joie et la bonne humeur, et peut-être c'est ce qui se prépare à côté, parce que moi je suis très inquiète, moi, des trucs du CERN, là où ils font des petits trous noirs, des petits machins, des nains. On ne sait pas trop ce qu'ils fabriquent. Et d'ailleurs, ça pose problème. Ça pose problème aux stellaires. Il y a souvent des apparitions d'OVNI là au-dessus de Genève, et au-dessus du CERN en particulier. Puis il y a eu un petit truc qui s'est passé il y a quelques jours, donc quelqu'un viendra nous parler tout à l'heure en direct, puisqu'il l'a vu. Ça bouge. Il y a certainement une raison à ça. Donc on n'est pas au bout de nos peines dans l'humanité. Enfin bon, on va continuer avec Rosset. Rosset qui est complètement effondré de ce qu'on lui raconte. Que cette humanité dont elle fait partie, finalement, est cruelle, qu'elle peut carrément s'anéantir. Et le géant, à la bille de verre, vient la voir et lui dit « Mais vous avez tort, vous savez, parce que vous avez une planète absolument merveilleuse. Il y a des tas de planètes dans l'univers, mais la vôtre, elle est unique. Il y a les plus belles choses qui soient. » Et lui, ça d'une telle façon qu'elle en a l'âme retournée, elle commence à pleurer. Il y a le grand géant qui lui essuie les larmes en lui disant « Mais ne soyez pas triste. » Et il voit qu'elle continue à pleurer. Alors il va mettre la main sur son crâne, sur le haut de son crâne, et puis ce grand géant, il a une sorte de boîte autour du cou qui lui arrive sur l'estomac, des boutons qui commencent à manipuler, et d'un seul coup, elle se sent mieux. Elle se sent comme une sorte de légèreté. Et puis bon, ça la détend, elle est sortie un petit peu de son émotion, et puis probablement pour la distraire encore de sa peine, les visiteurs vont la sortir du maza et lui dire bah, « Attendez, on va vous faire d'autres expériences. »« Ah bah non, attendez 2 minutes. » Le vieux géant va demander à un autre d'aller chercher une pierre à l'extérieur. Il va ramener une énorme pierre, 50 kilos au bas bout, où elle met sa clé en dessous, là, quand elle part, elle laisse toujours la clé du mazet sous une pierre, et c'est sous cette pierre-là qu'on est en train de lui ramener, qu'elle laisse donc habituellement sa clé, qu'on lui ramène, qu'on lui met sur la table. Et lui dit, bah, vous allez regarder ce que je suis capable de faire, tiens, ça va être drôle, ça va vous distraire. Et on remanipule ces petits boutons, et paf, plus de pierre sur la table. Oh, bah, comment elle a fait ça? On ouvre la porte, et la pierre est à sa place. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une capacité, c'est de déplacer la matière, de déplacer des pierres. On en parlait tout à l'heure à table. On se disait les pyramides, tiens, c'est la grande énigme. D'abord, ça sert à quoi? Ça, on ne va pas se lancer parce qu'on n'en sait rien, puis on ne le saura pas ce soir. Mais on peut lancer l'hypothèse de la façon dont ça a été construit, comme tous ces trucs cyclopéens. On disait tout à l'heure, enfin, c'est une hypothèse que j'ai donnée, mais c'est peut-être pas ça du tout. Mais avec le son, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer l'ordre des choses? Est-ce qu'on peut manipuler une matière, les atomes et tout ça? Est-ce que ça peut arriver au cordeau? Se placer au millimètre près, se déplacer comme une plume parce qu'il n'y a plus de masse, il n'y a plus de poids. Ben là, c'est ce qui est en train de se passer parce qu'ils vont refaire encore une petite expérience avec elle. C'est qu'ils vont s'amuser à faire tourner des pierres avec le fameux petit objet que le géant a sur l'estomac. Et là, il va y avoir une réaction des chiens qui vont partir en faisant caille-caille et qui vont disparaître. On sait que les chiens, ils n'aiment pas les infrasons et les ultrasons. Peut-être ça le secret qui fait voler les pierres, qui fait qu'elles n'ont plus de poids, qu'elles sont légères comme des plumes, au point que Rosset va s'amuser à les faire tourner dans l'air. Il y a un truc. Mais ça, il savait faire. Sauf que pour savoir faire, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir du temps, il faut avoir de l'ancienneté. Ça, ils viennent de loin. Puis il va y avoir une dernière anecdote qui va être rigolote. C'est que là, ils sont pressés de partir, parce qu'ils vont lui expliquer d'ailleurs avant de repartir que la Terre, c'est très lourd pour eux,
qui a trop d'énergie lourde, qui sont pas bien et ils ont toujours hâte de rentrer chez eux. Et avant de partir, l'instituteur va demander à Rossé si elle n'a pas un peu de monnaie. Alors là, surprise du chef quand même, de la monnaie, oui, oui. Alors elle a 2 billets dans sa poche, il leur donne. Et l'instituteur lui dit, vous savez, vous ne perdrez pas au change, parce qu'on reviendra dans 1 an jour pour jour, et on vous apportera un sac de billets. Et elle fait sa mauvaise tête. Vos billets, ça fait du mal à l'économie. Hein. Vos billets, vous pouvez vous les garder. C'est pas du faux billet qu'on veut vous rendre là. Alors elle est froissée, évidemment. Bah oui. Quand elle rend un service, elle va leur dire, on ne lui rend pas le service qu'elle a rendu comme ça. Alors, on va dire, écoutez, ne vous froissez pas, si vous ne voulez pas qu'on vous rende vos billets, parce que vous nous avez rendu un service, on va vous en donner un autre, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors elle réfléchit, puis elle sort à l'instituteur, alors ça montre un pan de sa personnalité quand même extraordinaire. Elle lui dit, bah, voyez, j'ai un petit problème, c'est que j'arrive pas à ne pas confondre les infinitifs avec les participes passés. Vous pourriez peut-être m'aider, parce que là, je n'y suis pas du tout. Donc en pleine galerie, en pleine nuit, avec 3 géants qui viennent d'ailleurs, elle va prendre un cours de grammaire. Et ça va marcher, parce qu'elle ne fera jamais plus de fautes, après elle aura compris. Et puis, bon, bah, le temps de se quitter est arrivé. Les chiens sont revenus, l'air un peu apeurés quand même, parce qu'ils ont été dérangés par ces sons qui faisaient voler les pierres. Et l'instituteur lui dit, bon, bah, écoutez, maintenant on s'en va, il va falloir que vous fassiez reculer vos chiens, il va falloir que vous reculiez vous-même, parce qu'on va partir avec notre engin, et c'est assez périlleux. Donc, reculez. Et là, ça va être très étrange, parce que d'un seul coup, Rossé va avoir l'impression d'avoir reculé toute seule. C'est-à-dire qu'elle n'a pas bougé de place, mais en même temps, elle est 20 mètres plus loin en arrière. Puis elle ne voit plus ses chiens. Elle se dit, ils sont passés où? Puis elle entend dans le petit maset que ça aboie. Et les chiens sont enfermés dans le maset, à double tour, alors qu'elle a la clé dans sa poche. Comment ils ont encore fait? Enfin bon, elle ne va pas se poser de questions. Ce qu'elle va voir, c'est l'engin qui décolle. Elle va entendre l'engin décoller. Ça fait une sorte de bruit de ventilateur. Elle ne va pas le voir dans la nuit. Elle entend les chiens qui jappent, et puis plus rien, ça a disparu. Et puis elle est à peine sortie de cette expérience qu'elle fonce se coucher, elle s'endort immédiatement. Alors ça, c'est un classique. C'est-à-dire qu'en général, ceux qui ont aperçu ces êtres-là, ils s'endorment comme des plombs après. Allez savoir pourquoi, terminé. Quand elle se réveille le lendemain matin, elle a mal au doigt. Elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai au doigt? Oh, j'ai dû dormir mal. Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal? Alors elle se masse l'annulaire. Bon, elle se dit ça va passer, c'est pas grave. Et puis après, bon, avant de rentrer, parce qu'il faut qu'elle rentre à Nîmes maintenant avec sa laine, qu'elle a récupérée pour son matelas, elle va avoir l'envie de... Elle va d'abord aller jeter un seau d'eau usée au pied d'un chêne, et là vient... Elle a l'impression que le chêne lui parle. Elle a l'impression qu'il faudrait qu'elle le prenne dans ses bras, ce chêne. Alors là, c'est pas du tout son genre, elle se demande ce qu'il lui prend, elle se demande ce qui m'arrive. Oh là là, bon, allez, je vais ramener du lilas, donc elle va chercher des ciseaux, et puis elle commence à couper du lilas, puis elle entend, au moment où elle approche le ciseau, un chuintement. Et elle voit le lilas qui bouge. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle va comprendre que le lilas pleure, qu'il ne veut pas qu'on le coupe. Avant, elle n'avait jamais vu ça. Elle l'avait jamais remarqué. Quand elle approchait les ciseaux d'une tulipe ou de je ne sais trop quoi pour la couper, elle n'avait jamais entendu le chuintement de la plante. Elle n'avait jamais vu la plante bouger, réagir. Et maintenant, depuis qu'elle a fait cette expérience-là, ben ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'elle entend les plantes qui souffrent ou qui préviennent quand elles vont souffrir ou qui sont joyeuses. Puisque quand elle va revenir à vélo, elle va s'arrêter à un moment. Elle va s'arrêter à un endroit où elle sait qu'il y a des chênes, et notamment un chêne majeur, ancien, que son grand-père lui avait montré, ce qu'on appelle un chêne lien, un chêne maître, un chêne énergétique, un chêne guérisseur. Et ce chêne, elle va aller le voir, et elle va se mettre contre lui, et elle va entendre le chêne chuter, mais de bonne heure cette fois. Elle rentre chez elle à Nîmes, elle raconte son histoire à son père, en pensant qu'il va la prendre pour une dingue. Et le père, non, il la prend pas pour une dingue. Au contraire, il la prend très au sérieux parce que ça lui rappelle un truc, son père.
Son père, après la guerre de 14-18, quand il revient de Verdun ou d'ailleurs, à qui il va arriver des drôles de trucs dans cette garrigue. Alors le père cherchait de l'eau, parce que c'est vrai que dans la garrigue c'est un peu sec, les puits il n'y en a pas des masses, il faut abreuver les moutons, les chèvres. Alors il va creuser un premier puits, c'est un travail de forçat, il va déplacer des pierres, il va faire sauter des tas de trucs. Enfin, c'est un travail terrible. Le père de Rose est gamin, il voit tout ça. Et le père a à peine fini de creuser son premier puits qu'il annonce au gamin qu'il va en faire un deuxième. Son fils lui dit, mais attends, t'as pris un coup de chaud, papa, qu'est-ce qui te prend là? Tu vas pas nous en faire un deuxième? T'as vu dans quel état tu es? Un seul suffit? Il dit, non, viens voir, je vais te montrer un truc. Il est là parti de la garrigue, et qu'est-ce qu'il voit? Une espèce de trou, 20 cm de diamètre, des parois très lisses, creusé comment on ne sait trop rien. Le père prend une ficelle, met une pierre au bout et jette dans le trou. Et quand il remonte la ficelle, il y a 10 mètres de profondeur et la ficelle est mouillée au bout. Ce qui veut dire que le puits est creusé, mais comment et par quoi? Parce que pour arriver à faire un trou de 20 cm de diamètre avec des parois lisses comme si elles avaient été polies, avec le matériel de l'époque et même maintenant, c'est impossible à faire. Surtout dans la roche où ça a été creusé. Donc ça avait marqué le père de Rose quand il était gamin. Et il lui dit, mon père, on a essayé de lui faire lâcher le morceau. Lui dire, mais comment tu as fait? Il n'a jamais voulu le dire, il est mort comme ça. Jamais il n'a livré son secret. Donc, le père va lui dire, écoute, je pense que mon propre père a été approché, peut-être par les mêmes êtres, qui eux t'ont reproché cette fois, Rose, donc je te crois. Mais les effets ne s'arrêtent pas là. Rose, après cette histoire-là, est un peu contrariée par tout ça. Et puis elle va être encore plus contrariée par autre chose. C'est quelques jours plus tard, son doigt la fait un peu moins souffrir, son annulaire, là. Peut-être c'est à la main droite. Et elle décide de couper une jupe, donc elle a un bout de tissu qu'elle met sur la table, et pour pouvoir couper, elle plaque sa main, et elle prend ses ciseaux, et au moment où elle plaque sa main, elle dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Et elle s'aperçoit que son annulaire droit est aussi long que le majeur, peut-être plus long même encore. Son doigt a poussé. Je me suis dit, j'ai la berlue, elle regarde son autre doigt, mais non, elle n'avait jamais remarqué ça. Puis elle remarque surtout qu'elle a dans le creux de la main, dans la paume, une cicatrice. 1,5 cm au milieu de la main. Qu'est-ce qui m'a fait ça? Bon, je crois qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour avoir compris. C'est qu'elle a certainement vu un certain nombre de choses de façon consciente qu'elle a retenues. Puis il y a une partie du programme, là, qui l'amenait probablement ailleurs et qui a fait qu'il y ait eu une intervention sur sa personne. Cette fameuse nuit où elle était approchée par ces géants. Alors dans quel but, on n'en sait rien. C'est pas la première fois que des gens qui ont été abductés ou approchés ont des annulaires qui poussent. C'est pas récurrent, c'est pas fréquent, mais c'est arrivé. Alors dans quel but, on n'en sait rien. En tout cas, ça a suffisamment intéressé l'ufologie française, classique, je dirais, pour que ce cas de Rosset, et vous allez voir qu'il n'est pas banal, parce que pour l'instant ça a bien commencé, mais la suite est encore meilleure. Donc cette ufologie classique, et notamment la revue Lumière dans la nuit, Joël Ménard s'en soit intéressé. Il y a eu 2 articles qui remontent à quelques années maintenant, qui ont été écrits sur le sujet, sur cette femme, qui est tout à fait digne de foi, qui n'est pas du tout une dingo. Et pourtant, ce qu'elle a raconté dans son livre, qui s'appelle Rosset et les extraterrestres, c'est une histoire absolument étonnante, épatante, troublante, mais alors sidérante. Franchement, mais en même temps, on ne peut pas ne pas la croire. Et Jimmy Dieu, dont vous avez certainement tous entendu parler, et puis Guy Tarade, qui est quelqu'un que j'aime bien, dont j'aurais bien aimé pouvoir parler avec lui de Rosset, ont essayé de la faire parler. Je pense que Guy Tarade a eu certainement des informations qu'elle n'a pas écrites dans ce livre.
Parce que, pas sur cette rencontre rapprochée, mais sur d'autres choses que je vais aborder très brièvement, elle n'a pas tout dit. Et d'ailleurs, quand on la lit, on sent bien que tout n'est pas dit. Il y a des secrets qu'elle n'a certainement pas pu divulguer. Il y a des secrets qu'elle a certainement dit à Tarade, et j'aurais bien voulu en causer, et je crois que j'y arriverai jamais. Mais c'est un mystère. Mais en tout cas, elle a été prise au sérieux. Et alors, elle va avoir des effets stupéfiants à cette rencontre. Dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, elle va avoir des acouphènes, elle va sentir parfois ses paupières devenir lourdes, elle va se trouver paralysée, et elle va voir sur ses paupières closes comme un écran de télé violet qui s'ouvrirait. Et là, elle va commencer à avoir des symboles, des figures géométriques, un cercle, un losange, un carré, un rectangle. Et puis il y a d'autres symboles, plus et moins, qui s'affichent. Et au fur et à mesure que ces symboles s'affichent à l'intérieur de ses paupières, s'effacent. Elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Et tous les soirs, ça recommence. Et elle est paralysée, et elle est dans un espèce de sommeil, et c'est le cinéma. Au bout de 3 mois, elle se décide à aller voir un médecin à qui elle va expliquer sa pathologie, qui la regarde et qui lui dit, écoutez ma brave dame, mais ça, j'ai pas ça en stock. J'ai jamais entendu parler de ça. Ça doit pas être bien grave, hein. Mais ça, je peux pas vous donner de diagnostic là-dessus. Je peux pas empêcher ça parce que je sais pas ce que c'est. Et ça se reproduit inlassablement. Alors elle met, les figures ont toujours un ordre. Alors elle va les mettre dans le désordre, un jour pour voir. Mentalement, elle pense qu'ils ne sont pas dans le même ordre. Et là, elle va avoir le symbole apparaître moins. Donc elle a compris maintenant que ça veut dire non. Alors elle va remettre les choses dans l'ordre. Là, elle aura le symbole plus. Ah, ça commence à communiquer. Et puis elle va faire un certain nombre d'exercices, plus, moins. Et puis quand elle réussit, il y a marqué bravo. Ça commence à faire des lettres. Ça fait des mots. Un jour, elle va voir apparaître sur son écran intérieur Bofis, B-H-O-F-I-S. Alors elle réécrit le mot, et là, erreur. On lui dit non. J'ai recopié, je ne comprends pas. Puis elle va comprendre. C'est que les lettres, elles ne sont pas bien dessinées. Donc elle a écrit Raofis, et non pas Bofis. Donc elle va se concentrer encore plus maintenant. Elle va remettre les choses dans l'ordre. Et puis elle va pouvoir faire des mots. Puis elle va y avoir des réponses. Et alors ce qui va être étonnant, c'est que cet exercice va durer des mois, des années. Et elle ne va jamais faire le rapprochement avec ce qui lui est arrivé dans la garrigue. Jamais. Il faudrait qu'il y ait un jour un événement qui lui fasse faire le rapprochement. Mais avant, jamais. Et puis, son père va décéder d'une crise cardiaque, ça c'est un choc terrible pour elle. Et après le décès de son père, elle va balancer en message sur son écran « Assez, père mort, pitié ». Résultat, elle va avoir une réponse « Désolé ». Et là, plus de nouvelles, plus d'écran, tranquillité absolue. Et on lui fiche la paix pendant des années. Et elle va partir, elle va se marier, elle va rencontrer un officier de marine qu'elle va épouser et qui va être muté à Casablanca. Donc elle se trouve à Casablanca avec sa fille et le phénomène va reprendre. Un jour, il y a marqué oiseau. Puis on lui envoie une fleur, puis on lui envoie un serpent, un cube. C'est plus des figures géométriques, c'est plutôt des objets, des animaux. Alors elle se dit, je pourrais peut-être en parler à mon mari quand même. Parce que c'est bizarre ce qui m'arrive. Sauf que le mari est militaire et rationnel. Je dis, oh là là, si je raconte un truc comme ça, il va penser que j'ai pris un coup de chaud, c'est même pas la peine. Même pas en rêve, je laisse tomber. Sauf que, 1961, elle est enceinte de 7 mois. Et puis en pleine nuit, elle est réveillée. Il fait chaud, elle n'est pas bien, elle va se mettre sur le balcon. Et là, qu'est-ce qu'elle voit arriver? Un drôle de truc. Un objet très brillant qui fonce pour se mettre sous son nez. Ça fait 2 cymbales, comme des cymbales de fanfare, vous voyez, qui laissent des traînées lumineuses derrière elle en se déplaçant. Elle se dit, oh là là, c'est quoi ça? Puis elle
se dit, je vais aller chercher mon mari et tout. Et au moment où elle se dit qu'elle va le réveiller, elle l'a prise une nausée épouvantable, elle tente d'arriver au balcon et je ne vous raconte pas la suite. Et les cymbales disparaissent, avec les nuées derrière. Là, elle se dit, il va falloir quand même que j'en parle à mon mari. Elle va attendre le lendemain quand même. Elle va attendre le lendemain et puis, puis non, je ne peux pas lui en parler, parce que si je lui en parle, il va me prendre pour une folle, il va me dire que j'ai mon instant colonial, c'est pas possible. Donc le lendemain, elle est à la plage, c'est dimanche, il fait chaud, tout le monde se baigne, elle est sous son parasol en train de somnoler, quand d'un seul coup, elle se sent paralysée. Tiens, ça, elle connaît, c'est comme d'habitude. Et là, c'est terrible parce que là, c'est du cinéma qu'elle va avoir sous les paupières. On n'est plus sur les mots et les symboles, ni quoi que ce soit d'autre. Elle voit carrément un avion qui vole au-dessus de l'océan. Puis il y a des éclairs, et puis il y a vraiment un gros éclair qui va percuter l'avion. Elle va voir l'avion exploser et tomber dans la mer. Et là, quand elle ressort de ce truc-là, d'abord elle est déparalysée d'un seul coup et elle est complètement retournée. Donc elle va parler à son mari d'une seule traite de tout ce qui lui est arrivé. Tout, sauf la rencontre avec les géants, comme si c'était un secret qu'elle ne pouvait divulguer. Elle va raconter tout ce qui lui est arrivé, et ces trucs d'écran, tout ce qui lui est arrivé. Le mari l'écoute avec attention, il est un peu sceptique, je lui dis, écoute, t'es fatiguée, t'es enceinte. Tu sais, les femmes enceintes, des fois, elles ont des trucs bizarres dans la tête, ça doit être ce qui est en train de t'arriver, ma pauvre chérie. Ça ira mieux demain, t'inquiète pas. Sauf que le lendemain, ça va beaucoup moins bien, parce que il y a un avion à côté de l'aéroport de Dakar, un Super Constellation, qui est en approche, et puis la tour de contrôle lui dit, écoutez, il y a un peu trop de monde, faites un tour de plus. Sauf qu'il y a un orage, la foudre tombe sur l'avion, il se casse la figure dans l'océan en explosant, et il y a 100 morts. Ça, évidemment, le mari est un peu troublé. Mais il va lui dire quand même que c'est une coïncidence. Sauf que ça recommence, le film, 2 jours après. Et là, elle lui en reparle, elle dit, tu sais, il y aura une autre catastrophe. Et là, le mari dit, écoute, arrête tes histoires, une fois, mais pas deux. Oui, sauf que 8 jours après, c'est un Boeing qui prend la mer, avec 120 personnes à bord. Boum, terminé. Et pour autant, le mari est résistant, ça ne l'intéresse pas du tout. Puis elle va avoir à nouveau des contacts avec ses paupières, sous ses paupières. Puis un jour, elle va dire, mais qui êtes-vous ? Et là, elle va voir apparaître sur son écran personnel un faune. Vous savez, les faunes, ces espèces d'êtres qui sont sur 2 pattes de chèvre, qui sont moitié humains, moitié animal. Elle ne comprend pas du tout. Et puis elle va voir apparaître un autre mot, Edaïr. E-D-A-I-R. Et puis elle va voir apparaître également Alpha. A-L-P-H-A. Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Elle ne comprend rien. Elle comprendra plus tard quand même l'explication. Quand elle en saura un petit peu plus, parce qu'il va lui arriver encore des tas d'autres choses, puis elle va s'inscrire, pour y comprendre quelque chose, une association ufologique qui s'appelle Véronica, et c'est là qu'elle apprendra en fait ce que ces êtres ont essayé de lui dire. En fait, le faune, c'est un centaure, c'est ça qu'elle a vu. Alpha du Centaure. Et comme on sait, c'est qu'Alpha du Centaure, c'est la plus proche constellation qui se trouve par rapport à notre système à nous, 4,3 années-lumière si j'ai bonne mémoire. Et là, on soupçonne d'ailleurs qu'il puisse y avoir la vie, parce qu'on a trouvé des exoplanètes dans ce coin-là. Et il y a eu également d'autres contactés qui ont parlé d'êtres qui venaient de ce système d'Alpha du Centaure. Donc il y a probablement des êtres vivants, intelligents, évolués, qui viennent de là-bas, et probablement ces géants. Alors Edaïr, ça doit être leur planète, certainement. En 1974, elle va... Alors après ça, elle va avoir que des visions prémonitoires. Elle va prédire des tas de trucs qui vont arriver systématiquement. En 1974, un jour, elle a la vision de quelque chose qui s'effondre, comme d'une tempête de neige. Le source d'actualité, c'est le toit de l'aéroport de Téhéran qui s'est effondré parce qu'il y avait eu trop de neige sur le toit, ça s'est cassé la figure, il y a eu je ne sais pas combien de morts. Puis un jour, elle va voir autre chose. Elle va voir comme des hommes qui tournoient dans des cuves. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas noyés, mais elle sent que ça ne va pas du tout. Ça lui fait penser au naufrage d'un navire, bien que ça ne ressemble pas à ça. Et puis,
Elle va avoir son mode de communication habituel, les paupières fermées, et puis va s'afficher sur les paupières redoutable et gégère. Et là, elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Gégère, gégère. Et lui vient, dans une fulgurance, l'idée de l'atome, compteur gégère, qui mesure la radioactivité. Et là, elle a compris. Elle va poser la question, est-ce que je ne me suis pas trompée? Et là, on va lui répondre, non, tu t'es pas trompée. Elle aurait voulu savoir quand est-ce que ça s'est passé. Et là, elle voit 4 barres s'afficher. Elle comprend que ce sont des jours. C'est le 19 décembre 1974 qu'elle a reçu ça. Donc elle se dit, si c'est passé il y a 4 jours, c'est à telle date que ça a pu se passer. Donc elle va prévenir quelqu'un. Puis alors ça va être d'autant plus drôle parce qu'en communication, elle va avoir un remède qui va lui arriver sur son écran personnel. On dit qu'il faut que les personnes qui ont été atteintes prennent des bains de magnésium dilué dans de l'eau à 50 degrés. Qu'ils boivent également du magnésium dilué plusieurs fois par jour pendant un bon moment. Alors elle se dit, il faut absolument que je puisse transmettre ce message. Et elle va transmettre ça au président de l'association qui s'appelle Charles Bouiron. Et Charles Bouiron, il connaît le commandant du Redoutable. Et il va y écrire une petite bafouille pour lui dire, bon, écoutez, je connais quelqu'un, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'elle m'a dit. Et voilà ce qu'elle a préconisé. Enfin, vous comprenez, quoi. Et ça pourrait être arrivé entre le 11 et le 18 décembre 1974. Puis alors là, Bouiron, il va être content parce que dans le Midi Libre, il va y avoir un article qui va faire état, effectivement, d'un petit problème qui est arrivé alors que le Redoutable était en carénage à Brest. Et il y a eu effectivement 5 marins ou 5 nettoyeurs irradiés. Et figurez-vous que le commandant du Redoutable, il va répondre dans une belle lettre à Bouiron, il va dire, bah oui, mon cher. Sauf que c'est pas trop grave, vous inquiétez pas, mais j'ai transmis au médecin-major les préconisations données par... C'est d'abord, soit dit en passant, c'est très intéressant, cette histoire. Oh, la télépathie, c'est magnifique, hein. Mais bon, le médecin-major a dit qu'il aurait effectivement préconisé ce traitement, qu'il a appliqué d'ailleurs à ces gens-là. Il devrait aller mieux. Pour soigner les irradiés, ça peut être une bonne idée. Puis tant qu'il y est, le commandant du Redoutable dit donc, votre dame, vous pourriez peut-être lui demander, les ovnis, là, ils ont un mode de propulsion, alors il faudrait peut-être se renseigner pour voir comment ça marche. Ah bah oui, oui, je vais lui demander, hein, alors où c'est que ça marche comment, votre truc? Et elle va recevoir H8, H majuscule, et puis HG minuscule. Puis ces figures géométriques, un triangle, un carré, un cercle, un cylindre. Puis alors là, ça va se gâter parce qu'elle va avoir une lame de scie bloquée et un étau d'établi en train de vibrer. Je parle d'un message. C'est pas clair que l'homme de l'eau de roche, elle est complètement sidérée. Elle se dit comment je vais pouvoir traduire ça. Enfin, elle dit, écoutez, Bouiron, mon cher, voilà ce que j'ai reçu. Alors bon, Bouiron lui dit, G, c'est le symbole du mercure. Alors le mercure, quand même, c'est intéressant. Parce que chez les alchimistes, il y a une propriété. Avec le mercure, on aura la capacité de s'affranchir de la pesanteur et de voyager dans le temps, selon certains alchimistes. C'est quand même intéressant. Alors effectivement, la lame qui vibre, vibration. Vibration. Bon, vibration, mercure. Mercure, c'est intéressant quand même, parce que on sait maintenant, par certains autres contactés, qui ont été dans des ovnis, et par des ovnis qui ont été crachés, qui ont été récupérés, et que certaines personnes auraient pu examiner ou auraient vu des rapports, c'est que ça pourrait fonctionner, ces moteurs anti-gravité, au mercure ionisé ou aux vapeurs de mercure. C'est intéressant quand même. Il n'y a pas très longtemps, on a retrouvé sous une pyramide maya une sorte de piscine remplie de mercure. Alors là, il y en avait un paquet, hein, il y avait une mètre cube. Bon. Donc, l'antigravité, le système antigravité, ça peut peut-être marcher au mercure et avec un certain nombre d'autres choses. Alors, Rose, pendant des années, va fréquenter cette association Véronica qui va adorer
l'avoir comme cliente, puisqu'il va lui arriver d'autres choses dont je ne vais pas parler ce soir. Vous retrouverez ça sur Nurea TV. J'avais parlé de Rosset, du gardien de la connaissance, mais je vais quand même vous appâter, parce que c'est quand même très étonnant. Parce qu'un jour, elle va au marché, la Rosset. C'est un matin de 1975. Elle a ses petits poireaux dans son panier, elle rentre chez elle, elle risque de rater son bus, donc elle se brouille son petit panier pour être à l'heure et rentrer dans son bus, et là, boum, électrisée. Elle se dit, mince, j'ai dû marcher sur une plaque EDF. Elle a beau chercher partout, il ne se passe rien, elle ne la voit pas, et elle se rend compte que c'est au niveau de la tête que ça ne va pas. Elle ne se comprend pas du tout ce qui lui est arrivé. Elle rentre chez elle, sauf que le lendemain matin, vers 6 heures, elle se sent paralysée soudainement, et elle se retrouve en train de flotter au-dessus d'un désert de sable. Et elle aperçoit à l'horizon 2 pyramides. Elle flotte. Puis elle voit arriver à toute vitesse un sphinx. Il est rouge, tout rouge le sphinx. Et c'est là le début d'une curieuse aventure qui va durer des années pour elle, puisqu'elle va se retrouver finalement sous le sphinx, face à un petit être qui ressemble, enfin un petit être, pas si petit que ça d'ailleurs, parce qu'il est complètement humain, mais déguisé en égyptien d'époque. Et c'est le gardien de la connaissance. Et il va lui expliquer des choses absolument extraordinaires. Je me souviendrai peut-être de ce médium absolument extraordinaire, cet américain qui s'appelle Edgar Cayce. J'ai fait une émission qui raconte sa vie il n'y a pas longtemps. Edgar Cayce avait beaucoup parlé à travers enfin, disons, il avait parlé parce qu'il était en transe, c'était le prophète endormi. Donc, à travers ses lectures, il a dit à certains de ses patients ce qu'ils avaient été dans les vies antérieures. En Égypte, en Atlantide. Il a prédit qu'on retrouverait sous les pattes du sphinx, sous le sphinx lui-même, la salle des archives. Il se pourrait bien que Rosset ait eu accès à cette salle des archives, qui n'est peut-être pas matérielle, ou qui peut l'être. Peut-être ça a été trouvé. Zahi Hawass, le conservateur de toutes les ressources archéologiques égyptiennes, a fait bien des mystères. Et il a interdit, avant la fin de son règne, puisqu'il a été un petit peu écarté avec la chute du pouvoir, il a interdit à tous les archéologues étrangers de venir fouiller sur Gizeh. Et à certains endroits, et le sphinx, on n'a plus le droit d'y toucher. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a sous le sphinx? C'est Rosset qui le sait, puisqu'elle l'a vu, elle l'a vécu. Une drôle de circonstance. Je pense qu'elle n'a pas tout dit là non plus. Et ça, je vous le raconte sur YouTube. Soit on n'a pas trop de temps, parce qu'à 11h, il faut que ce soit terminé. Et on avait pensé avec